Bonjour chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Choseville à l'antenne, ravi de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire Panorama Info. Le 20 avril 2023, j'avais déjà consacré cette émission hebdomadaire au Soudan et à la guerre qui venait de commencer à déchirer cet immense pays. J'avais alors évoqué les liens particuliers me liant au Soudan. En effet, c'est dans ce pays que j'ai eu ma première expérience humanitaire africaine. C'était en 1989. À l'époque, de l'Afrique, je ne connaissais que la Tunisie. Du reste du continent, je n'avais que des connaissances livresques, même si, très jeune, dans les années 70, je m'étais beaucoup intéressé à l'Afrique. Pour ce qui est de l'humanitaire, c'est en Asie du Sud-Est que je devais faire mes premières armes, en particulier avec les réfugiés du Cambodge et du Laos, en Thaïlande. Le hasard d'un recrutement par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, en avril 1989, fit que je me suis retrouvé au Soudan, presque du jour au lendemain. À l'époque, le Soudan était encore le plus vaste pays d'Afrique, car il incluait toujours le tiers sud, qui ne devait devenir indépendant qu'en 2011, après de terribles guerres qui avaient commencé dès août 1955, avant même l'indépendance du Soudan, avec la mutinerie d'officiers sudistes qui refusaient de laisser leurs terres tomber sous le joug arabo-musulman une fois le Soudan devenu indépendant. Avec cette première guerre de libération du Sud, connue sous le nom de rébellion Anyanya, qui allait durer jusqu'en 1972, année des accords d'Addis Abeba, qui virent le régime du général Al-Nimeri accorder l'autonomie au Sud. Mais cette paix, ô combien précaire, ne dura pas, puisque ce même régime allait vider de son contenu l'autonomie interne octroyée et prendre, au début des années 80, une coloration de plus en plus islamiste. Al-Nimeri, qui était arrivé au pouvoir en 1969 grâce à un putsch militaire, sentant monter la contestation, tentait de conforter son régime, qui à l'origine était d'orientation socialiste et nationaliste arabe, en lui donnant une légitimité religieuse, avec l'instauration de la charia. C'est cette évolution du régime de Khartoum qui provoqua une nouvelle rébellion et une nouvelle guerre au sud, cette fois-ci sous la direction de la SPLA, l'Armée populaire de libération des peuples du Soudan. Cette guerre fut peut-être encore plus terrible que la première, et elle provoqua d'épouvantables famines. Elle fut aussi l'une des causes de la chute du maréchal Al-Nimeri, chassé du pouvoir par un putsch intervenu alors qu'une véritable révolution populaire avait envahi les rues de Khartoum, la capitale, en avril 1985. S'ensuivirent des élections libres, les dernières élections libres de l'histoire du pays, et l'instauration d'un régime civil certes, mais très faible et divisé, qui n'eut ni la volonté ni le courage de revenir sur l'instauration de la charia. Au sud, la guerre se poursuivit donc. C'est dans un tel contexte que je fus envoyé au Soudan en avril 1989 pour participer à l'opération Lifeline Soudan des Nations Unies, qui avait pour but d'apporter des secours aux populations affamées et déplacées du Sud. Ce devait être ma première expérience de guerre, mais aussi ma première expérience de famine. J'ai participé à des convois de camions depuis Eddaïn, au Darfour, qui était à l'époque en paix, jusqu'à Wau, le chef-lieu du Bahr el-Ghazal, au sud. Cette ville était à l'époque tenue par l'armée de Khartoum, mais encerclée par la SPLA. Par la suite,
je devais aussi participer à un convoi de barges sur le Nil, entre Kosti, un port fluvial situé au sud de Khartoum, et Malakal, le chef-lieu de l'Upper Nile. Ces barges, comme ces camions, étaient chargés d'aide alimentaire du PAM, sacs de sorgho, bidons d'huile, sucre, sel, légumineuses, etc. Ces expériences furent éprouvantes au niveau physique. Nuit passée sur un lit de camp sous un camion, en pleine brousse, alors que notre convoi n'avançait que de quelques kilomètres par jour, du fait de l'état épouvantable de la piste et des fréquentes crevaisons. Quand le pneu d'un camion crevait, c'était tout le convoi qui devait s'arrêter et attendre qu'il soit réparé avant de pouvoir redémarrer. Sur le Nil, nous vivions entassés dans la petite pièce, la pièce principale d'un pousseur de barge. Un pousseur de barge, c'est le contraire d'un remorqueur. Régulièrement, nous accostions au bord du grand fleuve pour livrer des sacs de nourriture dans des localités oubliées du monde, où nous rencontrions des hommes, des femmes et des enfants hagards, squelettiques et couverts de mouches. Certaines de ces escales se faisaient dans des endroits tenus par l'armée de Khartoum. Je me suis même, j'ouvre une parenthèse, arrêté à Fashoda, une localité bien connue dans l'histoire coloniale française ou franco-britannique plus exactement. Donc je m'arrêtais parfois dans des endroits tenus par l'armée de Khartoum, alors que d'autres fois, parfois le même jour, nous nous arrêtions dans des secteurs occupés par la SPLA. Ce genre de situation a certainement contribué à développer mon sens de la diplomatie, car il nous fallait prendre le thé tout en négociant avec des officiers nordistes, puis avec des colonels de la rébellion, parfois à quelques heures d'intervalle. Prendre le thé, je dois dire, du thé horriblement sucré. Il y avait davantage de sucre que de thé dans ces verres brûlants. C'est pendant l'un de mes séjours à Wau qu'est intervenu le coup d'État militaire du 30 juin 1989 qui porta au pouvoir le général Omar Hassan al-Bashir. La plupart des spécialistes du Soudan estimaient, à l'époque, que ce nouveau régime militaire ne durerait pas et qu'il serait probablement renversé par un autre putsch après quelques mois. Pourtant, al-Bashir devait rester au pouvoir 30 années durant, avant d'en être chassé par une nouvelle révolution populaire. Le régime d'al-Bashir renforça encore un peu plus la coloration islamiste du pouvoir soudanais, ce qui aggrava encore plus la guerre au sud. Ce conflit fut l'un des plus oubliés de la planète et il dura de 1983 à 2005. En 1989, j'en ai découvert toute l'intensité et toute l'horreur. Et cette expérience m'a marqué à jamais. Durant les 9 mois passés au Soudan cette année-là, j'ai connu la guerre, l'insécurité, la famine, la haine religieuse et tribale, sans parler bien sûr de l'inconfort et des multiples difficultés rencontrées. Cette première expérience africaine est à tout jamais indélébile, d'où ce lien particulier que j'ai conservé avec le Soudan, que ce soit le Soudan de Khartoum ou le Soudan du Sud, devenu indépendant en 2011. Rien de ce qu'il peut se passer au nord comme au sud ne m'indiffère. C'est pour cela que j'avais tenu à faire cette émission en avril 2023, alors que débutait un conflit fratricide à Khartoum entre deux hommes forts, trop forts. Leurs affrontements, depuis près de 2 ans et demi, ont mis Khartoum à feu et à sang et transformé le pays en un immense champ de bataille, chaque camp défendant son territoire et tentant de s'emparer de celui de l'autre à l'aide de certains acteurs extérieurs au Soudan, bien sûr. Quand 2 éléphants s'affrontent, c'est l'herbe qui souffre, dit un proverbe africain qui pourrait s'appliquer parfaitement à la situation au Soudan depuis 2023.
Les deux plus hauts responsables militaires soudanais se sont donc affrontés pour le contrôle de la capitale et donc du pouvoir avant que les hostilités ne s'étendent à l'ensemble du pays, provoquant la fuite, l'exode de millions de civils à l'intérieur même du Soudan, mais aussi au-delà des frontières, au Tchad, en Égypte, en Éthiopie et au Soudan du Sud. Qui sont donc ces deux hommes forts qui se livrent à ce combat qui a détruit leur pays? Il s'agit du général Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan, le chef de l'armée régulière, et de son ancien numéro 2, le général Mohamed Hamdan Dogolo, dit Hemedti, qui est à la tête des forces de soutien rapide, FSR, une sorte de groupe paramilitaire qui s'est transformé au fil des ans en armée pouvant rivaliser avec l'armée gouvernementale. La rivalité entre les deux hommes est ancienne. Durant les années qui ont précédé la guerre actuelle, les forces de soutien rapide du général Hemedti n'ont cessé de monter en puissance. Constituée de 80 à 120 000 hommes, bien équipés, bien entraînés, cette force armée ne répondait pas au pouvoir central et elle suscitait un mécontentement grandissant au sein de l'état-major de l'armée régulière. Avec l'envoi de mercenaires au Yémen, où se déroulait une autre terrible guerre dont on ne parle jamais. Donc avec l'envoi de mercenaires soudanais au Yémen et la manne financière de la contrebande de l'or pour le compte des Émirats arabes unis, Hemedti est ainsi devenu l'un des hommes les plus riches et puissants du pays. La rivalité entre al-Burhan et Hemedti est également personnelle. Les deux officiers se connaissent bien. Ils ont tous les deux opéré au Darfour pendant la guerre civile des années 2000, puis durant la guerre du Yémen. Ils sont en concurrence depuis plusieurs années pour récupérer un certain nombre de réseaux de ressources, donc d'enrichissement, depuis la révolution de 2019 qui avait mis fin au régime d'al-Bachir. Depuis lors, chaque camp a massivement recruté, notamment parmi la jeunesse du Darfour. Depuis le début de cette nouvelle guerre, il y a un pays qui semble jouer un rôle particulièrement néfaste. Il s'agit des Émirats arabes unis, grand allié de l'Occident, paraît-il, accusés de financer et de fournir des armes aux forces de soutien rapide du général Hemedti. Le 26 avril 2024, le gouvernement de Khartoum a convoqué une session urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies pour aborder ce qu'elle caractérisait comme étant l'agression par les Émirats contre la population soudanaise. En juillet 2024, Amnesty International a indiqué que les armes et les munitions fabriquées ou transférées de pays comme la Chine, les Émirats arabes unis, la Russie, la Serbie, la Turquie et le Yémen étaient importées en grande quantité au Soudan, en violation flagrante de l'embargo sur les armes que les Nations Unies avaient imposé au Soudan à l'époque du conflit du Darfour et qui est toujours en vigueur. Divers rapports ont apporté des preuves que les Émirats arabes unis ont fourni au FSR des armes, des munitions et des équipements médicaux par des vols de fret fréquents, se produisant parfois plusieurs fois par semaine. De nombreux analystes considèrent que ce soutien fourni par les Émirats a été essentiel pour la capacité des FSR à poursuivre, depuis le début de 2023, ces opérations militaires contre l'armée gouvernementale. Cette guerre fratricide a fait du Soudan la pire crise humanitaire actuelle, avec son cortège de déplacements de population, de massacres, de famines causées par l'homme, ou plutôt par les deux hommes, et d'épidémies. Depuis 2 ans et demi, ce conflit a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés à travers tout le pays. Au-delà des appels au cessez-le-feu, ce sont désormais les alertes humanitaires qui se font de plus en plus entendre. En plus de la malnutrition et même de la famine qui s'étendent, des épidémies de choléra se répandent dans plusieurs régions. Le Soudan est désormais le pays le plus touché par le choléra,
alors que l'aide internationale entre difficilement dans le pays et ne parvient pas toujours aux populations affectées par la guerre. C'est particulièrement le cas au Darfour, région déjà meurtrie par un épouvantable conflit au début des années 2000. La ville d'Al-Fasher, chef-lieu du Darfour du Nord, est tenue par l'armée gouvernementale depuis le début des hostilités. Les FSR l'assiègent et la bombardent depuis mai 2024, sans parvenir à s'en emparer. Des centaines de milliers de personnes déplacées des zones rurales s'entassent dans des camps de la périphérie, en particulier dans celui de Zamzam, pour échapper à l'avancée et aux exactions des forces de soutien rapide. Ces déplacés, affamés et assoiffés, dorment à même le sol, serrés sous des bâches en plastique. Ces camps de déplacés se caractérisent par une promiscuité totale, par l'absence totale d'assainissement et par le manque d'eau. Les gens y vivent avec moins de 3 litres d'eau par jour dans ces confins sahariens, où il fait très chaud en plus. Al-Fasher comptait, avant la guerre, environ 300 000 habitants. Aujourd'hui, avec l'afflux des déplacés, elle en compte près de 2 millions. Ces camps n'ont pas été épargnés par les bombardements, et de nombreux déplacés ont été tués dans des tirs d'artillerie des paramilitaires sur la ville assiégée. Les forces de soutien rapide ont visé des points stratégiques dans la cité et ont essayé une nouvelle fois d'avancer sans y parvenir. Depuis plus de 16 mois, Al-Fasher tient malgré le siège et la faim. Le dernier assaut des FSR cherchait à atteindre, cette fois-ci, l'aéroport, ainsi que le centre régional de la police du Darfour. Selon une ONG appelée Réseau des médecins soudanais, le seul hôpital toujours en état de fonctionnement dans la ville a été bombardé. Et j'ouvre une parenthèse pour dire que contrairement à d'autres contrées, nos grands médias n'en ont pas fait leur une et personne ne s'est indigné du fait qu'un hôpital soit bombardé. Quant à la base de la 6e division de l'armée, elle a été bombardée à l'artillerie lourde. L'attaque a été menée depuis le sud de la ville, dans 2 directions, est et ouest, mais l'armée affirme avoir réussi à repousser, une fois de plus, les assaillants. La même ONG médicale soudanaise dénonce la poursuite d'une épuration ethnique au Darfour, pratiquée par les FSR. Après avoir vidé le camp d'Abou Chouk de ses habitants en tuant au passage des dizaines de déplacés, un autre camp près d'Al-Fasher est systématiquement visé. Malgré les ordres des FSR à leurs membres de ne pas filmer et de ne pas diffuser les images de ces crimes, des dizaines de vidéos montrant ces exactions circulent sur les réseaux sociaux. Toujours selon le réseau des médecins soudanais, 13 personnes, dont 5 enfants et 4 femmes, ont été tuées sur des bases ethniques par les FSR alors qu'elles tentaient de fuir la ville assiégée. Par ailleurs, 6 femmes et 2 fillettes ont été enlevées lors d'une attaque des FSR samedi 23 août contre le camp d'Abou Chouk, non loin de la ville. Plus de 20 autres personnes sont toujours portées disparues. Les appels des États-Unis et d'autres pays à des pauses humanitaires au Soudan n'ont jusqu'à présent pas été entendus par les belligérants. Ce conflit se déroule dans l'indifférence internationale, contrairement à celui surmédiatisé de Gaza. À Londres, à Paris ou à New York, on ne voit personne descendre dans les rues, drapeau soudanais à la main, pour dénoncer le drame que vit le peuple soudanais et les atrocités qu'il subit depuis avril 2023. Ces atrocités, en particulier au Darfour, revêtent souvent un caractère clairement ethnique. Pourtant, contrairement à ce qui se passe à Gaza, il ne se trouve personne pour parler de génocide. Quant à l'Afrique et à ses instances continentales et régionales, elles semblent bien impuissantes à faire cesser le bain de sang au Soudan. Que fait l'Afrique du Sud, qui a osé porter plainte à la Cour pénale internationale contre Israël au sujet de Gaza, alors que sa voix n'a guère été entendue au sujet du Soudan?
Ce silence sud-africain m'a d'ailleurs rappelé un souvenir, une visite de l'archevêque anglican Desmond Tutu à Khartoum en 1989, alors que je me trouvais encore au Soudan. Je me souviens qu'il avait reçu un accueil officiel des autorités soudanaises et qu'il avait donné une conférence durant laquelle il avait dénoncé avec véhémence l'apartheid et le régime raciste de Pretoria. Or, alors qu'il parlait à Khartoum, des Africains noirs, des Soudanais du Sud étaient massacrés après avoir subi, depuis l'indépendance du Soudan en 1956, la discrimination et le racisme des régimes qui s'étaient succédés à Khartoum. Toujours cette indignation sélective des uns et des autres. Une indignation qui semble dépendre de la nationalité ou de la couleur de peau de l'oppresseur et de l'oppressé. La communauté internationale s'était mobilisée avec raison contre l'apartheid, un régime raciste imposé par des gouvernants blancs à une majorité noire. Ces temps-ci, c'est la situation à Gaza qui mobilise toutes les bonnes consciences d'ici et d'ailleurs. Dans ce territoire, c'est une population arabo-musulmane qui subit les conséquences d'une guerre que ses propres dirigeants avaient provoquée en menant un ignoble pogrom contre des civils israéliens. Les manifestants du monde entier peuvent donc scander leur soutien à cette population en hurlant « Free, Free Palestine », alors qu'ils étaient demeurés silencieux lorsqu'une autre population arabo-musulmane était massacrée en Syrie et aujourd'hui au Soudan. Ce ne sont pas des Israéliens qui tuent en Syrie ou au Soudan. Le sort des populations de ces deux pays ne peut donc pas susciter d'émotion chez ces éternels propagandistes anti-Israël. Pourtant, au Soudan, c'est une crise humanitaire sans précédent qui se déroule depuis 2 ans et demi, alors que le monde entier détourne les yeux. C'est une véritable famine qui tue des êtres décharnés et affaiblis par des mois d'errance, de privation et de maladie. Que l'on me comprenne bien, si des civils innocents souffrent et meurent à Gaza, oui, il faut en parler et il faut tenter de trouver une solution à la crise. Mais cette compassion envers les Gazaouis ne doit pas, ne peut pas se faire au détriment de la crise humanitaire soudanaise. Une crise qui dépasse largement, en atrocité et en magnitude, celle de Gaza. Mon passé et ce que j'ai vécu au Soudan en 1989 font que le drame que vit ce pays, un drame causé par la soif de pouvoir de 2 hommes, ne peut pas me laisser indifférent. C'est pourquoi, après mon émission du 20 avril 2023, au bout de 2 ans et demi, j'ai décidé aujourd'hui de vous en parler à nouveau, chers auditeurs. Pour ce qui est de Gaza, vous n'avez pas besoin de moi, les grands médias et les politiciens de tous bords vous en parlent tous les jours, en véhiculant beaucoup d'informations tronquées ou biaisées, provenant souvent, hélas, du groupe terroriste qui contrôle la population de ce territoire depuis 2 décennies. Aujourd'hui, j'ai préféré vous parler du Soudan, où se déroule une tragédie, loin, très loin des caméras, une tragédie qui ne semble guère intéresser les grands médias et les politiciens. Je vous souhaite une bonne fin de semaine.